Eh ben écoute, on va commencer. Ben oui, si tu veux. Eh ben écoute, déjà merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. On va parler de plein de sujets. On en avait parlé déjà un petit peu sur WhatsApp. Alors j'aime bien commencer toujours par une première question, à savoir comment t'es venue la passion du tennis? La famille, on jouait dans un petit club provincial et avec les copains, on a commencé à jouer au tennis et puis voilà, la passion est venue en jouant, quoi. Et puis en plus, alors on en parlera un petit peu plus tard dans l'interview, mais c'est vrai que tu as fait énormément de choses dans ta vie. On va tout de suite venir à la fameuse création de Open Spirit. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'historique, comment tu as eu cette idée de créer cette magnifique fondation? Et lorsque on a vendu l'affaire familiale, 3 semaines avant le 11 septembre à New York, euh, ben, je, je voulais imaginer quelque chose pour m'occuper et que ça serve aux jeunes en général. Et alors, on a décidé avec mon épouse de créer Open Spirit, qui est une fondation d'utilité publique. Pourquoi? Ben parce qu'on voyait que pas mal de jeunes joueurs végétaient dans les clubs euh, et sans vraiment grand avenir tennistique. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ben, on a dit on crée une fondation pour les aider, pour rassembler des fonds et leur donner la possibilité de jouer au tennis, mais tout en suivant leurs études. Donc ça, c'était l'idée de base. Et puis on a enregistré cette fondation auprès d'un notaire et ainsi est né Open Spirit, quoi. Et en fait, au moment où tu crées Open Spirit, j'imagine que tu as un métier, c'est quoi ton activité? Donc, on avait remis les affaires. Donc moi j'étais à 50 ans, ben, j'étais prépensionné. Et voilà, on voulait faire quelque chose qui avait trait à l'altruisme et voilà, c'est comme ça que on a commencé et aujourd'hui, ben, il y a 110 jeunes qui font partie de la fondation et la fondation ne fait que grimper au niveau des résultats sur les réseaux sociaux, mais aussi au niveau des résultats tennistiques et chaque année, on envoie quand même certains de nos joueurs dans les universités américaines pour continuer à étudier et à jouer au tennis. Et puis quand ils rentrent, ben, à ce moment-là, ils ont un bagage, quoi. Ils ont un bagage, une assurance pour le futur. Ouais, parce qu'effectivement, tu insistes beaucoup sur ça. Évidemment, le tennis, c'est important, c'est le rêve de beaucoup de jeunes. Mais c'est vrai que les études permettent quand même de te construire en tant qu'homme. Et surtout, si jamais il n'y a pas le succès espéré, ça permet d'avoir un bagage qui te permette de faire autre chose après, quoi. Effectivement. Euh, je pense que aujourd'hui, le circuit ATP est un leurre. Je vais dire, les parents, quand tu montes une affaire, tu fais un compte, un bilan prévisionnel et tu t'attends à essayer de respecter ce bilan prévisionnel. Je pense que les parents n'ont pas fait de bilan prévisionnel et je pense qu'ils laissent le jeune dans l'espérance, mais sur un projet quoi, qui est excessivement compliqué et qui se complique de jour en jour parce qu'il y a de plus en plus de bons joueurs. Donc, quand je dis c'est un leurre, je pense que c'est une arène et que si tu n'es pas armé tant financièrement que tennistiquement et tout ce qu'il en ressort comme le mental, la nutrition, etc., on en parlera plus tard, tu n'as aucun espoir d'arriver. Donc ça veut dire que c'est un puissant fond, c'est un investissement ridicule qui n'a pas été vraiment calculé, quoi. Donc nous, on est là justement pour ouvrir les yeux aux gens et surtout pour temporiser et dire, bon, ben voilà, nous, on estime votre gamin, il a 18 ans, je crois que maintenant, il est temps qu'il aille aux États-Unis pour étudier, mais qu'il continue surtout à jouer au tennis, comme ça, quand il revient, ben, il a un bagage et il a toujours la joie de jouer, quoi.
Mais alors, effectivement, là, tu as commencé un peu à l'aborder, mais le sujet de l'entourage des parents, qui est un sujet qui est pas, qui est, voilà, qui est très large et pas facile parce que bah, forcément, les parents, c'est leur enfant, donc ils ont aussi ce lien familial. Mais comment, justement, tu arrives à faire comprendre à des parents qui sont parfois, bah, tu vois, un peu difficiles, un peu récalcitrants, qu'à un moment donné, enfin, tu vois, c'est vous qui savez comment faut faire sur la partie terrain, sur la partie gestion. J'imagine que ça ne doit pas être forcément toujours facile, quoi. Non, c'est très compliqué. Je pense que certains parents, parce qu'il faut pas généraliser évidemment, certains parents manquent de réalisme et par les liens affectifs acceptent de prendre des décisions qui ne sont pas toujours judicieuses. Ça, c'est une première chose. Euh, bon, maintenant, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, une famille qui a un gros capital a plus de chances d'avoir un entourage tennistique compétent. Mais quoi qu'il en soit, je pense aujourd'hui que le pourcentage d'espoir de réussite à imaginer qu'un jour un jeune rentre dans le top 100, ben, sont devenus une denrée rare, quoi. Et c'est très difficile de trouver des parents équilibrés qui pèsent le pour et le contre et qui sont réalistes, qui restent sereins et qui donnent toutes les chances au projet d'arriver, quoi. Voilà. Toi, en plus, t'as beaucoup coaché sur le tour, sur le circuit ATP pendant longtemps. Est-ce que tu peux nous parler voilà, un peu de cette grosse expérience? Tu as beaucoup voyagé. Oui, bon, si je dois faire le bilan de tous les joueurs que j'ai coachés, je vais dire qu'il y en a deux qui, qui m'ont fait plaisir et qui m'ont apporté beaucoup de satisfaction. C'est Vincent Mio qui vit au Canada aujourd'hui. Salut Vincent, j'espère que tout va bien pour toi. Il a fait une très belle reconversion là-bas et il a toujours été correct et très sympathique. Mirza Basic aussi, qui a gagné l'ATP de Sofia en battant de très très bons joueurs comme Kohlschreiber, Koppil, Wawrinka, etc. J'ai eu beaucoup de plaisir à être à leur côté, à les coacher pendant un certain nombre d'années. D'ailleurs, Mirza, je l'ai encore accompagné à Doha il y a 3 semaines. Euh, Par contre, concernant les autres, c'est un peu la Perezina, quoi, parce que le respect, il n'y en a jamais eu. La reconnaissance, il n'y en a jamais eu. Euh, Dans la plupart des cas, c'est moi qui ai dit que j'arrêtais parce que je voulais plus subir ce que je vivais au jour le jour sur le circuit. Euh, Est-ce que c'est à voir avec l'éducation actuelle des jeunes? Bah, je crois pas parce que bon, les gars que j'ai coachés avec quand même plus de 25 ans, ou voilà, dans ces zones-là. Donc, je dirais que c'est plutôt lié au circuit où je crois que tout est dû, c'est un sens unique. Tu le vois tous les jours, le changement de coach, c'est la valse à 3 temps. Euh, il y a pas de protection pour les coachs. Il n'y a pas de syndicat pour les coachs. Au niveau de l'ATP, les coachs sont à la limite, je vais pas dire mal vus, mais ne sont pas considérés à leur juste valeur. L'ATP estime que ce sont des pièces rapprochées. Preuve en est le peu de choses qu'ils font pour les coachs. Tu prends un tournoi comme Wimbledon, par exemple, si tu as 3 joueurs dans le tableau, ou voire deux dans les qualifs, un dans le tableau, ben, tu peux pas rejoindre ton hôtel sans que tu sois accompagné de tes joueurs. Et comme Wimbledon est un peu décalé, pour trouver un taxi, c'est assez compliqué.
Au niveau des accréditations, c'est une véritable catastrophe parce que bon, sur Roland-Garros, les joueurs, en tout cas les joueurs normaux, hein, je parle pas des quantités de badges qui sont distribués à des Federer, des Nadal, etc. Mais pour le commun des mortels, même si tu es dans le tableau, ben, tu as droit à trois badges, un badge joueur, un badge coach et un badge entraîneur physique ou autre. Et pour la famille, ben, tu as droit à des places le jour où le joueur joue. C'est totalement insuffisant parce que, OK, le joueur, il peut avoir des places à maximum, je crois, 5 places par jour lorsque le joueur joue. Mais le coach, lui, si, alors qu'il voyage 240 jours par an et qu'il voit pas sa famille, il a envie d'inviter sa famille à Paris et de voir un match à Roland-Garros, c'est mission impossible. Au niveau des hôtels, par exemple, le tarif, le per diem, je suppose que tu sais ce que c'est la somme que le tournoi donne aux joueurs journalièrement, euh, est totalement insuffisant pour absorber le coût de la chambre du coach. Et bien souvent, la chambre du joueur est facturée à un prix différent que la chambre du coach. Donc, beaucoup de coachs logent avec leurs joueurs. Moi, j'ai passé l'âge de dormir dans la même chambre avec mon joueur. J'ai plus besoin alors que tu es déjà avec ton joueur toute la journée, de passer encore la nuit avec ton joueur. En plus, je ronfle énormément, donc c'est c'est pas bon pour le joueur qui dort avec moi. Voilà, ça c'était un petit commentaire. Je pense aujourd'hui que l'argent, l'argent, tout s'achète, tout se vend. L'argent est devenu une priorité. Euh, mais je tente toujours à croire que des Federer, des Djokovic, des Nadal ont fait une fin de carrière qui n'était pas basée uniquement sur l'argent. Je pense que c'était plus un challenge pour eux que simplement l'argent. Et alors, c'est vrai que tu as abordé plein de thèmes, on en reviendra, mais sur la façon, tu sais, enfin, on voit plein d'images sur les tournois où parfois les joueurs, les joueuses parlent parfois très mal à leur coach, à leur entourage, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en match. Toi, jusqu'à quel point enfin, ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu as accepté ça? Est-ce que c'est pour ça aussi que tu es parti de certains projets? Moi, ça m'est jamais arrivé parce que je crois que je suis un des seuls coachs du monde à ne pas être rémunéré pour mon coaching, puisque c'est la contrepartie que je donnais aux joueurs professionnels pour faire partie de la fondation, de porter le badge et surtout de participer à nos semaines d'entraînement et de partager leur background avec nos jeunes. Donc, moi, je me suis jamais trouvé dans une situation où, parce que j'étais l'employé d'un joueur, il se permettait de me parler mal. Ok. En plus, ma carrure étant, je crois qu'il prendrait 2 claques dans la figure s'il me parlait mal. Donc, je veux être clair à ce sujet. Par contre, je me suis quand même trouvé souvent dans une situation où, voyant que le joueur ne tenait pas compte de mes conseils, ou était dans un jour où il n'avait pas envie d'écouter, où je me suis senti comme une pièce rapportée au fond du terrain parce que, ouais, que dire, quoi. T'as beau dire gentiment, avec énergie, avec un peu d'agressivité, ça change rien. Si le joueur veut pas t'écouter, ben, à un certain moment, si ta motivation est plus importante que la sienne, ben, je crois que c'est le début de la fin, quoi. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois, oui. Et à ton avis, parce qu'effectivement, le tennis, c'est un sport très, très centré sur soi-même, où il y a quelque part pas mal d'égoïsme. À ton avis, c'est dû à, comme tu parlais, hein, il y a aussi l'éducation, la façon dont l'enfant a été élevé, mais les valeurs aussi, les façons aussi d'être altruiste. Parce que ça c'est quand même aussi un point commun avec les très grands champions. Faut pas généraliser, mais souvent tu vois, les meilleurs joueurs ont gardé leur staff très longtemps, quoi. Oui.
je pense que de toute façon, on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs et historiquement, si tu prends les statistiques, il n'est pas évident du tout que la valse des coachs soit la panacée universelle parce que dans la plupart des cas, c'est moins bon aujourd'hui que lorsqu'ils avaient une équipe. Je prends par exemple, on va pas commencer à étudier tous les joueurs, mais tu prends Tim. Tim Günther Bresnik l'a eu depuis son plus jeune âge. Il y avait un coach physique à ses côtés qui était extraordinaire, qui était un chasseur alpin. Et donc, Tim travaillait physiquement un peu différemment que les autres. Notamment, ça, il me faisait un peu penser à Rocky 2 ou 3 lorsque tu le vois couper des bûches, rouler des rondins dans la montagne, etc. Ben, Tim, il a été forgé à ce niveau-là. Et quand on entend l'interview d'un Tony Nadal et qui dit il suffit d'un mot souffrir, eh ben c'est exactement ça. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas en Europe, euh, les jeunes qui jouent au tennis sont plus prêts à souffrir. Mais je dis vraiment souffrir. Si tu as des ampoules aux mains, bah ok, tu as des ampoules aux mains, tu as des ampoules aux mains, ça fait mal, mais tu dois mordre sur ta chic et continuer à jouer. Tu lis le livre de Nadal, tu verras que je fais référence à ça. Où Tony Nadal lui dit, ah, tu continues, tu continues, tu continues. C'est vraiment comme un gladiateur, quoi. Tu te bats ou tu meurs. Et oui, ça a à voir avec l'éducation, parce que je pense qu'on ces jeunes aujourd'hui, ils sont dans un cocon, quoi. Et puis il y a des trucs, on en reparlera peut-être plus tard, quand tu vois des gamins de 10 ans qui portent un sac avec je sais pas combien de raquettes dedans, et puis je sais pas non plus ce qu'il y a dedans, mais que le sac, ils sont tellement petits que le sac touche par terre et qu'ils raclent le sol, tu te dis, mais tu vois, c'est la frime, quoi. C'est le Hollywood tennis. Et le Hollywood tennis a ses dérives, et notamment une de ses dérives, c'est qu'un joueur, enfin certains joueurs, n'acceptent plus des remarques, n'acceptent plus les conseils parce que ben, ils se croient stars avant d'être stars. Je ne vais pas citer de nom, mais j'ai coaché un joueur que j'ai amené à la 74e place mondiale. Et quand il est rentré dans le top 100, je lui ai dit, hé, mon gars, maintenant, on va travailler, hein. Quoi? Encore plus? Je dis non, pas plus, mais différemment et mieux. Tu vois? Et le gros problème quand les joueurs arrivent dans le top 100, c'est que le différemment et mieux, ils, je vais dire, ils s'en foutent parce qu'ils sont dans le top 100, ils sont dans les grands hôtels, ils rentrent dans le système où bah, c'est la première classe, quoi, tu vois. Et alors ils se ramollissent et, comme dit Nadal, Tony, bah, souffrir, c'est un mot de leur vocabulaire et de leur comportement qui a disparu. Et toi, du coup, justement, tu as énormément voyagé, tu as vu plein de choses. Est-ce qu'il y a des cultures, des pays qui t'ont plus ou moins marqué sur justement cette capacité à souffrir, à se dépasser énormément? Moi, je dirais les États-Unis. Il y a plusieurs volets parce que je j'apprécie pas tout aux États-Unis, mais la qualité d'entraînement et le leitmotiv souffrir, bah, le premier qu'il a inculqué, c'est allez, allez, mon ami, il est décédé là, c'est Nick Bollettieri qui a instauré au sein du tennis une philosophie qui était liée au mot souffrir. Parce que c'est un ancien GI et il a mis certaines techniques au point, certaines façons de travailler qui ont révolutionné le tennis, il faut bien le dire. À l'époque de Borg, de Karolaitis, de Villas, etc., je suis désolé, mais le fitness, ouais, c'était rien du tout par rapport à aujourd'hui. Hein. Et donc, aux États-Unis, je pense que pas mal de joueurs dans certains centres d'entraînement apprennent à souffrir. Bon, il y a les pays de l'Est aussi, mais bon,
ça commence un peu à diminuer parce que ben, je veux dire, la conjoncture économique n'est plus la même qu'il y a 15 ans, hein, donc ils souffrent moins. Mais je veux dire, ce surpassement de soi, repousser les limites et ne pas succomber aux tentations de l'entourage, du cocon que reçoivent le top 100 mondial, du star system, des réseaux sociaux, du téléphone, des nanas qui te courent après, des fausses amitiés, des opportunistes, tout ça fait la différence entre quelqu'un qui est dans le top 10 et quelqu'un qui est dans le top 150. Et justement, tu as connu beaucoup de joueurs et on parle souvent du fait que, tu vois, les Federer, Nadal, Djokovic, ils sont amoureux du jeu, mais quelque part à l'extrême. C'est des immenses passionnés. Tu as forcément, j'imagine, dû connaître des joueurs qui, oui, ils aimaient bien le tennis, c'était leur métier, ils s'entraînaient, mais est-ce ils avaient peut-être pas forcément cet amour pour le jeu, justement, qui les poussait à se surpasser encore plus au quotidien? Ben, ceux que tu viens de citer, l'amour pour le jeu se traduit par une constance. Et si t'es pas constant lorsque tu es dans le top 100, tu régresses automatiquement par le calcul des points. Donc c'est cette constance, c'est la répétition des victoires ou des quarts de finale, des demi-finales répétitifs qui font que les joueurs capitalisent et arrivent à se hisser dans le top 10. Maintenant, je voudrais quand même faire un flashback. Je n'ai jamais eu l'occasion de prendre un jeune gars doué et de le forger comme j'avais eu envie de le forger. Xavier Le Gall, mon directeur technique et vice-président de la fondation, pareil, il a fait de la formation pour les jeunes, mais on a été sollicité par des joueurs qui avaient fait un semblant de carrière avant, mal conseillés. Et chaque fois que j'ai pris un joueur, je le prenais quand il était 220e mondial ou 200e mondial pour le hisser dans le top 100. Ça veut dire que c'est comme quand tu rénoves une maison, c'est parfois plus facile à construire une maison et faire du neuf que Ben, faire de c'est la sûr. rénovation, quoi. Je ne sais pas si l'image est bonne, mais bon, c'est une caricature. Euh, tu as vécu beaucoup de choses sur le circuit depuis des années. Est-ce qu'il y a des entraîneurs en particulier que tu as côtoyés qui t'ont beaucoup marqué? Bah, Nick Bollettieri, Günther Pesnik, Tony Nadal, Alberto Castellani sont les derniers dinosaures, quoi. Euh, Aujourd'hui, moi, je peux dire tout ce que je veux aujourd'hui, puisque le coaching, je l'ai arrêté il y a un an, donc je ne vais pas faire la langue de bois. Je crois qu'aujourd'hui, la première chose, c'est qu'un coach, lorsqu'il discute avec un joueur, enfin, les coachs actuels, ils disent, bon, mais moi, je suis disposé à faire 15 semaines par an. Ce qui, pour moi, tient pas la route, parce que qui peut prédire de l'avenir et savoir si le joueur a besoin de toi pendant 15 semaines ou s'il a besoin de toi pendant 28 semaines ou 30 semaines par an, vu les résultats et la concrétisation de l'ascension qu'il fait au niveau de l'ATP. Tu peux quand même pas laisser tomber un joueur sous prétexte que tu travailles 15 semaines par an avec lui au moment où il est en pleine ascension. Donc, ça, c'est déjà une approche qui n'est pas bonne. Ensuite, je pense que je parle pas maintenant du top 50, hein, je parle au-delà du top 50. Je pense que certains joueurs confondent sparring partner et coach. Un coach, c'est un coach. On verra après quelles sont devenues ses fonctions, mais un coach, c'est un coach, un sparring, c'est un sparring. Pour moi, tu peux pas être coach et sparring. Mais beaucoup de joueurs ou de joueuses veulent un accompagnant, je vais dire,
J'entends encore mon ami Mansour Barami me dire il coacherait jamais parce qu'il voulait pas devenir un porteur de valise, ben, la caricature, tout le monde la comprendra. Donc, un sparring, c'est un sparring, mais c'est pas forcément un bon coach. Et un bon joueur n'est pas forcément un bon coach. Tony Nadal faisait allusion à GPTCA, il y a des organismes aujourd'hui qui font de la formation pour les coachs en leur donnant des conseils, en leur donnant leur vécu, en expliquant leur background, etc., etc., qui n'existait pas avant. Un coach, c'est quelqu'un qui est disponible pour son joueur et qui a des capacités techniques, mentales, morales, mais aussi tennistiques en général. Aujourd'hui, ben, si je dois parler de moi, mon boulot avec les joueurs ne se, ne se limitait pas uniquement à la partie tennistique. Le soir, quand on rentrait, je faisais de la sophrologie, la visualisation. Il fallait qu'on parle briefing, débriefing. Il fallait remonter le moral bien souvent du joueur. Euh, on allait parfois au combat parce que vis-à-vis de toutes les tentations annexes n'était Alors attends, pas. ça a coupé un tout petit peu là. Tu disais on n'allait pas, tu sortais pas trop, enfin pour éviter les tentations, ouais. Oui, non, je disais, tu es là aussi pour le contrôler, pour éviter qui se pollue avec toutes les fausses attractions autour de lui, etc., etc. Donc, le rôle d'un coach, et d'ailleurs, quand on voit, je fais de nouveau référence à Tony Nadal, quand on voit le calme et la lucidité de Tony, c'est plutôt un patriarche, quoi. C'est quelqu'un, c'est un parrain, c'est quelqu'un qui est là pour réconforter, pour donner des conseils, etc. Mais c'est certainement pas un sparring, C'est sûr, hein. c'est sûr. Donc, je pense que beaucoup de joueurs, ben, ils ont besoin d'un, entre guillemets, coach, mais qui est d'abord un sparring et surtout un accompagnant. Mais Et tu vois, ça, et, et et, et ça, c'est juste, vraiment. et justement, tu vois, tu le disais, c'est super intéressant ce que tu dis sur effectivement ce rôle de quelque part de parrain. Mais c'est là où la difficulté, elle est énorme, c'est que il y a beaucoup de coachs qui sont pas, qui n'ont pas spécialement, tu sais, d'autres revenus à part leur métier de coach et justement qui dépendent que du joueur et de son bon vouloir. Donc, est-ce que ça les, quelque part, ils doivent renier aussi leur façon de voir l'entraînement et tout parce que si effectivement, ils peuvent se faire virer du jour au lendemain, quoi. Oui, mais quand tu es coach à top 40 mondial, je crois pas que tu as des soucis parce Non. que tu es vite repris par quelqu'un d'autre, quoi, tu vois. Mais comme je te dis, je pense que pourquoi est-ce qu'un joueur, quand il rentre pour la première fois dans le top 100, décide de changer de coach? C'est complètement ridicule. Pourquoi Raducanu change de coach après avoir fait la performance qu'elle a faite, hein? Et puis tu vois après, tu vois Tim, tu vois Tsitsipas qui change, tu vois plein, enfin on va pas les citer parce que je veux pas non plus. Mais je pense qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Oui, voilà. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et toi, justement, sans forcément citer hein, les joueurs, qu'est-ce qui fait qu'il y a justement cette volonté de vouloir tout le temps changer et des coachs Oh, alors, il y avec a lesquels tu as différents marché? facteurs, quoi. Il y a certainement le facteur financier où le contrat de base prévoit des bonus importants en cas de victoire, plus le salaire. Et bah, quand tu commences à enchaîner les victoires en grand chelem, ça coûte cher. Et alors, on commence à lésiner. Moi, je pars du principe, quand tu gagnes bien ta vie, c'est normal que ton équipe gagne bien sa vie aussi. Maintenant, le métier de coach est fait de telle façon qu'il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de protection. Et là, peut-être qu'un jour, ces gentils messieurs de l'ATP
se rendront compte quoi il y a des carences à ce niveau-là. Et ouais, moi, je suis coach ATP, j'ai été à plusieurs réunions, mais c'est parler pour parler, il n'y a rien qui bouge. Oui, Euh, et, et donc ça, c'était un premier point. Je crois que c'est le problème financier où je pense que le joueur, à un certain moment, trouve que, que son coach devient trop gourmand, mais il y a un contrat qui a été fait, alors c'est facile de contester lorsque ça va bien, mais ils oublient toutes les années de formation où ça allait pas bien. C'est comme un gestionnaire de fortune qui te prend en X% quand ce sont des années de vache maigre, ben, ça va, mais quand c'est des années intéressantes, ben oui, ça te coûte de l'argent, mais toi tu gagnes et lui gagne. Pour moi, c'est comme ça que les affaires doivent se faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que le monde du tennis, même si c'est un sport, c'est aujourd'hui du gros business, hein. Donc il y a c'est- ça. Puis il y a, comme je te dis, une certaine attitude où tu as l'impression que ton joueur ne t'écoute plus, que tu n'as plus aucune utilité, qu'il est courtisé par d'autres coachs et donc que ça te plaît pas. Donc ça peut intervenir. Puis il y a l'entourage, souvent la mère, le père. On va pas parler de ceux que tu connais, hein, où le père a une grosse influence, parfois néfaste. Et tout ça, ça peut jouer et peut provoquer une rupture, quoi. Comme Brel disait, c'est la rupture. Oser apporter les bonbons. et alors, tu le disais, hein, tu as assisté à beaucoup de réunions avec l'ATP. Ouais. Tu parles justement de ce décalage, mais pourquoi en fait? Pourquoi les coachs ne sont pas mieux considérés? Parce que, enfin, il y a 1000 exemples qui montrent que le coach est primordial dans la carrière d'un joueur. Et pourquoi en fait, justement, l'ATP fait ça, quoi, quelque part? Et Les réunions, il y a toujours beaucoup de monde, hein, il y a toujours une cinquantaine de coachs qui sont présents. Bon, la dernière que j'ai faite, c'était Australie, non, à l'US Open, je crois. Il y avait Patrice Moradoglou qui était là, il y avait tous les grands coachs qui étaient là, mais il n'y a rien, quoi. Oui, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on ferait ci? Est-ce qu'on ferait ça? Est-ce qu'il faut une carte de membre? Est-ce que vous avez droit? Oui, on te donne 1% sur une montre, X% sur une location de voiture. Bon, ça, ces avantages-là, ouais, j'en ai jamais profité. Ça m'intéressait pas, mais bon, ça, ils ont fait des efforts. Il y a une assurance. Tu payes pour avoir une assurance au cas où tu te blesses. Mais moi, je parle surtout du quotidien, quoi, des facilités pour rentrer dans le stade. Imaginons que tu arrives 2 jours avant ton joueur. Tu dois aller chercher ton accréditation. Ben, normalement, tu dois attendre ton joueur. Hein? C'est pas normal. Et comment tu vas au stade, puisque tu n'as pas le droit à prendre la voiture sans ton joueur, tu vois? Et tu sens par ce peu de considération que l'ATP, ben, il donne priorité. D'ailleurs, tout ça, tout le monde le sait, on va parler de ça après, mais au niveau des points, etc., il protège l'élite parce que c'est l'élite qui fait l'audimat et que les autres, ben, ils n'ont qu'à devenir élite. Mais aujourd'hui, la répartition des points est telle que même si tu es très très fort et que tu commences par les ITF, si tu comptes le nombre de tournois que tu dois gagner pour avoir suffisamment de points pour commencer à jouer les challengers, ben, c'est mission impossible, hein. Tu peux pas le faire, tu sais pas le faire en un an, hein. Il faut 2 ans, hein. Et comme les points sont remis en cause et que tu dois les défendre d'une année sur l'autre, ben, pour moi, c'est devenu pratiquement inaccessible, quoi. Sauf vraiment pour un ou deux gars qui sont vraiment. Moi j'ai connu Medvedev lorsqu'il jouait des challengers, hein. Je l'ai connu au Challenger d'Inkley où Vincent Millot l'a battu. Et c'était déjà Gilles Cervera qui était là, hein. Donc, ok, un mec comme ça, il s'en sort. Mais t'as plein de gars qui végètent entre 150 et 100. Et j'ai eu un joueur, Ilya Bozoliak, son meilleur classement 101, 101e mondial. Jamais rentré dans le top 100. Donc, ouais, c'est compliqué. C'est et compliqué. justement,
le circuit ATP, il y a énormément de tournois. Il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup d'exhibitions, beaucoup de. Comment toi, tu trouves que ça évolue tout ça? Bon, on sait il y a parfois des joueurs, bon après là on parle des meilleurs, hein, parce que pour les exhibitions et tout, mais des joueurs qui se plaignent un peu du calendrier. Il y a trop de matchs, on joue trop, et on ne peut pas se reposer. Oui, ils ont raison, il y a trop de matchs, plus la Coupe Davis, plus les exhibitions, etc. Alors, première chose que je voulais dire, moi, en tant que coach de joueurs belges, notamment, euh, j'ai toujours été opposé, et ça va faire crier certaines personnes, que mon joueur joue la Coupe Davis. Je mets une parenthèse, ça dépend à quel moment de sa carrière. Mais il faut savoir que participer à une Coupe Davis, c'est à chaque rencontre 3 semaines de perdu. Pourquoi 3 semaines de perdu? Ben parce que tu as minimum une semaine de préparation, surtout si tu fais un déplacement à l'étranger. Tu as une semaine de récupération. J'ai jamais connu un de mes joueurs qui avait joué en Coupe Davis et qui, la semaine suivante, allait en tournoi et faisait des prouesses. Et puis, une semaine pour arriver juste avant la semaine d'entraînement. Donc, moi, je compte 3 semaines. Et 3 semaines à un moment important de la carrière d'un joueur peuvent faire une grosse différence. Et si tu perds 3 semaines et que tu défends pas tes points ou que tu prends pas des points pendant 3 semaines, ben, avant, c'était intéressant parce que lorsque tu jouais une rencontre de Coupe Davis et que tu battais un joueur ou que tu remportais une rencontre, en fonction de tes performances, tu prenais des points, hein, et qui comptaient pour ton classement international. Maintenant, c'est fini, il n'y a plus de points. Donc, c'est une perte sèche de 3 semaines. Donc, ça, c'est mon avis personnel. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui partageront mon avis parce que nationalisme, défendre, non. Mais je pense que si un joueur un jour en Belgique est 10e mondial, ça a la même valeur que de défendre les couleurs de son pays, hein. La, la, la répercussion de son aura se fera d'une manière différente, mais sera aussi importante pour le pays que s'il participe à une rencontre de Coupe du Monde. Ça, c'est une première chose. Au niveau du programme, oui, il y a trop de tournois, mais, et ça c'est de nouveau la science d'un bon coach, c'est de faire une programmation telle qu'il y ait des plages de récupération, etc., etc. Alors, quand ils disent qu'ils jouent trop, ben oui, ils jouent trop, mais bon, ça c'est leur choix. Un bon coach, il doit, hein, qui veut aller loin, ménage sa monture, hein, donc un bon coach doit faire une bonne programmation. Mais c'est pas une mission facile parce qu'en fonction des performances du joueur ou des régressions du joueur, ben, le programme change et il faut l'adapter, hein. Ou les blessures, par exemple, aussi. Donc, ben, tout ça, ça fait partie du métier de coach, à condition que le joueur l'accepte. Parce que si toi, tu dis, je pense qu'il faut se déplacer loin parce qu'il y a une meilleure opportunité pour prendre des points, ce qui a un coût, évidemment, parce que les avions sont plus chers, etc., etc. Si le joueur n'a pas envie parce que il a des copains à Hambourg ou une copine à Tenerife et que ses choix se font en fonction de ça, ben là, les problèmes commencent, quoi. Qu'est-ce que tu penses on en a beaucoup parlé à un moment et on en parle toujours d'ailleurs, mais de ce style de nouvelles exhibitions, comme je pense par exemple à la Lever Cup, qui sur le calendrier tombe pile poil sur certains tournois ATP qui sont implantés depuis très longtemps, qui sont historiques. Bah, est-ce que tu penses que c'est bien pour le jeu? Parce que voilà, c'est des gros événements populaires qui forcément attirent du monde, des télés, etc. Ou est-ce que malgré tout, c'est pas bon pour le tour? Ben, je pense tout d'abord, quoique à un certain moment, le tennis va évoluer et le programme va évoluer. Et donc des pays comme, puisque tu y fais allusion, je suppose, des pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar ou Doha ou hein, euh, ben, ils veulent aussi faire partie des pays qui
qui font la promotion du sport en général et du tennis certainement. Euh, et je pense qu'un jour ou l'autre, il va y avoir des changements et qu'il risque aussi d'avoir peut-être pas un grand chelem, mais d'avoir un ATP 1000. Euh, Ce qui pour moi n'est pas mal parce que c'est une meilleure répartition du programme. Et je pense que tout, par exemple, aujourd'hui, l'Amérique du Sud est complètement le parent pauvre des grands tournois internationaux. Il faut y remédier. On peut pas tout avoir en Europe, on peut pas tout avoir aux États-Unis. Il faut une meilleure répartition. Mais de toute façon, sur certains, dans les 5 prochaines années, la programmation du tennis international va changer. Et donc, exhibition ou pas exhibition, match officiel ou pas match officiel, bon, ce qui compte, c'est que le tennis soit attrayant et que le public y trouve son compte. Sur les règles des tournois, on parle parfois de la réduction des matchs. Est-ce que, par exemple, sur les tournois du Grand Chelem, tu trouverais bien de réduire les matchs ou non, justement, c'est la beauté Bon, des Grands Chelems, ces matchs en 5-7. non, parce qu'on va encore, on va encore enlever de l'attrait, quoi. Le match de Mahut historique, je sais plus le score 21-19 ou un truc comme ça. Bah, tout le monde en parle et ça reste dans les mémoires. Déjà, on a introduit sur les ITF le super tie break qui qui est peut-être qui est devenu pour moi une loterie. Hein, le tie break a été inventé, rajouté, etc. Donc il y a déjà. Mais moi, je suis pas pour. Je suis pas pour l'ancien. Je suis pour l'ancien format de la Coupe Davis. Et donc, si je suis pour l'ancien format de la Coupe Davis, ben, je suis aussi pour les matchs longs. Ça fait partie du jeu. Bah, si un joueur au premier tour d'un grand chelem doit jouer 4 heures quart pour gagner son match, bah, c'est dommage pour lui, mais ça fait partie du jeu pour son adversaire le lendemain, qui est bien entendu favorisé, mais ça, c'est la loi du sport. Non, c'est sûr. Et tu disais que tu défends justement l'ancien format de la Coupe Davis, Ouais. avec les rencontres à l'extérieur et tout. Et c'est là où c'est vrai que le calendrier, il est pas facile parce que toi tu n'encourageais pas les joueurs à jouer à la Coupe Davis, ça bouffe énormément d'énergie, énormément d'influx. Du coup, est-ce qu'il aurait fallu réserver une plage, tu vois, je sais pas, quelques semaines, modifier le calendrier, comme faire un peu une Coupe du Monde ou un Euro ou une Copa América Mais ce que je comprends pas, il y a quand même beaucoup de joueurs sur le circuit. Et donc, la multitude d'opportunités fait que ben, ça donne des chances à différents joueurs de gagner certains tournois. Parce que si le joueur est bien coaché, et il y a des semaines où il est au repos, ou des semaines où on va pas en tournoi, et donc ça veut dire que ça laisse la place aux autres. Donc, moi, c'est pas parce que tu es joueur de tennis professionnel que tu dois jouer toutes les semaines, non-stop. Mais la semaine où tu joues pas, ça donne une chance aux autres de gagner. Tu multiplies ça par X, évidemment. Hein. non, c'est sûr. C'est Donc, sûr. programme trop chargé, oui, si tu es un esclave et que tu veux jouer tous les tournois. Mais je trouve que c'est bien qu'il y ait beaucoup de tournois, parce que ça donne plus de chances. Et tu le vois bien dans les résultats. Hein. Tu vois, Los Cabos, c'est quand même une finale assez intéressante. Sinon, c'est toujours les mêmes finales si tout le monde joue toutes les semaines. Ah, si, c'est sûr. Et puis, de toute façon, on parle de joueurs qui évoluent tous à des niveaux dingues. Est-ce que tu m'entends toujours là? Nat? Ah, c'est bon, je t'ai revu là. Bon, ok. Et Ah, là, c'est mon bon. téléphone s'est couché, il a quitté tout seul. Et on avait marre de t'entendre. Ouais.
tu me parlais sur WhatsApp du manque de culture chez certains joueurs. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce point? Ah oui, ça, c'est un sujet qui est intéressant, quoi. Bon, la culture, bon, moi j'ai l'impression parfois de parler chinois avec mes joueurs. Ils connaissent pas Mère Teresa, ils connaissent pas Khéops, Képhren, Mykérinos, ils connaissent pas où coule le Danube. Voilà, ça c'est pas propre qu'au tennis, c'est propre à l'ensemble de la population. Quand, quand je mange avec des jeunes, famille ou pas famille, je sais pas de quoi leur parler parce que de toute façon, sinon, quand je parle un peu trop culture, et puis ils te répondent, oui, mais quand on ne sait pas, on tape sur la touche et on va sur Google et on sait qui était Mère Teresa et qu'elle vivait à Benares ou à Londres. Donc, ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement compliqué parce que quand tu as un vieil homme comme moi de 70 ans, manger avec des gens où les conversations sont stériles, alors on peut dire oui, mais l'activité tennistique fait. Non, 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 je connais des joueurs qui lisent, je connais des joueurs qui partent en voyage pour visiter pendant une semaine. Je crois que c'est très très important aujourd'hui qu'au niveau culturel, les joueurs ne soient pas monocéphales au point on dit souvent, il faut que tu bouffes tennis, que tu dormes tennis, que tu penses tennis. Oui, ok, d'accord, mais à un certain moment, il faut quand même être un peu pluraliste et d'essayer quand même de s'inscrire un petit peu. On ne parle même pas de l'orthographe, hein, il y en a 60% qui n'arrivent même pas à écrire. Donc voilà, ça c'est le point culturel, mais la culture, elle va plus loin, et l'éducation, elle va plus loin que ça. Là, je vais parler d'une expérience que j'ai faite il y a pas si longtemps, où je suis vraiment tombé de ma chaise, quoi. C'était à Lisbonne, un tournoi féminin et masculin, un challenger. Euh, et là, tu rentres vraiment dans le Hollywood tennis. Parce que qu'est-ce que tu vois? Tu vois une nana avec des mèches rouges, maquillée, tatouée des pieds à la tête, qui, qui va plus faire un défilé grunge euh, que, que d'aller sur le terrain de tennis. Alors ça papote, ça rigole, bon, t'as des traces de sueur dans le meeting qui n'a plus été lavé depuis 3 jours, t'as un père qui fout une torgnole à sa fille parce qu'elle vient de perdre, t'as des filles. Alors, est-ce que tu peux juste, ouais, tu sais, rester proche, ouais, de la caméra, comme ça on t'entend mieux, ouais. Ouais. Ah, ok. Ouais, tu peux juste répéter ouais, ce que tu voulais dire, parce que j'ai pas bien entendu, s'il te plaît, ouais. Depuis le début? Non, non, juste, tu sais, tu disais, t'es arrivé à Lisbonne et ça faisait un peu. Oui, donc j'arrive à Lisbonne avec une joueuse sur un tournoi important, Challenger pour les hommes et je crois un 80 ou un 100 000 pour les femmes. Et là, je me retrouve au club, un club magnifique, mais où tu vois cette culture qui n'a rien à voir avec une culture tennistique. Ouais. C'est le père qui frappe sa fille parce qu'elle vient de perdre. T'as le coach qui est plus l'amant que le coach de sa joueuse. Tu as une nana avec des cheveux à moitié rouges, à moitié bleus, tatoués des pieds à la tête. Puis tu en as une autre qui se prend pour, euh, pour une diva. Et puis tu en as plein qui, t'as beau dans l'ascenseur dire bonjour, on te répond même pas. Tu m'entends bien là? Ouais, je t'entends, ouais. Bon, ok. Euh, Puis les discussions, c'est plus de discussions sur les Kardashians et les vedettes du tennis que des discussions intéressantes. Donc là, j'ai vraiment. Mais il faut quand même laisser qu'il y a certaines, comme
Je lui fais bonjour d'ailleurs. Tatiana Maria, euh, qui elle est maman et elle joue ses matchs, elle s'entraîne correctement et elle est là pour jouer au tennis, hein, pas pour faire de la figuration. Et il y en a plusieurs comme ça. Donc à ces femmes-là, je rends hommage. Mais tu es vraiment dans un film, dans un film. Donc tu te dis, mais ça c'est pas un tournoi de tennis, c'est Hollywood, quoi. Et mais il y a même, et j'ai même entendu des gens qui râlaient beaucoup notamment, je crois que c'était le dernier US Open, qui disaient que c'était un peu n'importe quoi, qu'en gros, enfin, tu avais plein de gens qui n'avaient pas spécialement quelque chose à faire là, tu vois, plein d'accès, et justement, que les joueurs et même les entourages n'avaient pas les accès qu'ils devraient avoir au détriment de ces personnes-là qui sont un peu partout, tu sais pas pourquoi, quoi. Ouais, l'US Open, c'est un peu particulier, quoi. C'est pas un public d'aficionados qui connaît très bien le tennis. Et le jouer sur le central couvert, une punition parce qu'il y a des loges pour des sociétés, les gens sont au champagne, à la bière, ça fait un boucan terrible. Et là, spécifiquement, je me souviens très bien, c'était un match de Steve Darcy et j'étais dans la loge joueur. Mais la loge joueur, elle se trouve à 30 mètres de la ligne de fond du terrain, quoi. Donc, tu sais rien faire. On te dit, on te permet le coaching, mais tu coaches quoi à 30 mètres? Tu vois? Et là, tu es entouré par une faune qui n'en a rien à foutre du tennis et qui est là pour se saouler la gueule, pour s'amuser, pour rire, etc. Donc, l'insonorisation, l'acoustique est terriblement mauvaise. Mais tu parles de l'US Open. Bon, l'US Open, les Américains sont les Américains, hein, pour le mieux et pour le pire, quoi. Tu vois, en parlant des grands chelems, c'est c'est- c'est quoi, toi, si tu avais un grand chelem préféré en particulier où t'as adoré aller Incontestablement, pour moi, l'Australian Open, suivi de Roland Garros, après Wimbledon, et puis Wimbledon, et puis l'US Open. Mais mes deux tournois préférés, c'est Monte-Carlo et Indian Wells. situation ouais, forcément paradisiaque, quoi. Ouais, bah, pas toujours, parce que Monte-Carlo, il y a souvent de la brume, Mm. c'est en début de saison, il peut pleuvoir, etc. C'est quand même un endroit merveilleux, et Indian Wells, c'est c'est magique. Ah, ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est bientôt Indian Wells. Tu me parlais aussi sur WhatsApp de l'envie d'avoir envie. Ouais, ouais, Johnny, hein. Ouais, à que et j'ai l'envie d'avoir envie, mais d'oublier les rêves et les merci, toutes ces choses qui avaient appris et qui me donnent l'envie et le désir aussi, qu'on me donne l'envie. C'est Voilà. moi. Euh, ouais, ben, l'envie et avoir envie, c'est ce que je te disais en début d'interview, c'est parfois un leurre parce qu'il suffit pas de l'envie. Il suffit pas des rêves, il faut le réaliser. Et ça, c'est tout un parcours du combattant. Et voilà, on en a parlé, les compétences. Mais je voudrais faire une allusion aussi à, à une aventure que j'ai eue bon, c'est d'actualité puisqu'il n'y a plus de tournoi actuellement en Russie, mais à la Kremlin Cup, qui est un gros tournoi. Et j'étais là avec un de mes joueurs dans le tableau, dans le main draw. Et on devait jouer un gars très connu sur le circuit euh, le lendemain. Et un soir, dans l'ascenseur de l'hôtel, je tombe sur l'adversaire de mon joueur qui me dit Hey, big man, how are you?
don't be scared about me because tomorrow I will not play. Je lui dis, mais quoi, tu te fous de ma gueule ou quoi? On est dans un ascenseur ici, il y a des gens à côté de nous, et tu m'annonces que tu vas pas jouer. No, I want to go with my girlfriend in another hotel and for me the season is over. Euh, bon, à ce moment-là, tu as un dilemme. Un, est-ce que c'est un piège? Deux, est-ce que tu en parles à ton joueur? Trois, comment ça va se passer le lendemain? Alors moi, je pense que tu ne peux pas en parler à ton joueur parce que si c'est un piège, tu le déconcentres. Mais le but de raconter cette histoire, ce sera la fin de mon laïus. Euh, on se voit le lendemain et le gars arrive avec une raquette et par le manche, il avait enfilé cinq autres raquettes et il rentre dans le vestiaire et je lui dis, tu te fous de ma gueule? Non, 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 mais bon, supervisor, il faut que je lui fasse croire que je vais jouer, mais à un certain moment, je jouerai pas, fais-moi confiance, etc. Là, ton joueur, il dit, qu'est-ce que tu vas discuter avec mon adversaire, quoi. Je lui dis, ouais, non, non, on parle de, j'allais dire, le pays d'origine, mais je peux pas le dire. Et finalement, je vais avec mon joueur à l'entraînement, et pendant l'entraînement, vers 11 heures du matin, le superviseur arrive, et il dit, voilà, mais, pardon, voilà, mon joueur, tu ne joueras pas parce que ton adversaire est blessé. Et bon, faut savoir que pour que cet adversaire vienne, on s'en fout parce que c'est la Russie aujourd'hui, mais pour que le joueur vienne, il a évidemment reçu des garanties. Donc, imagine-toi un peu en tant qu'organisateur du tournoi, tu te dis, voilà, j'ai une grosse pointure qui vient, c'est pratiquement ma tête d'affiche, et le mec nous pète dans les mains en quart de finale, quoi. Et, et bon, ça, c'est une aventure. Mais donc, pour des organisateurs de tournois, parce que l'ATP, c'est l'ATP, mais les organisateurs viennent de plusieurs tournois Challenger, c'est quand même des gens qui font les efforts pour faire quelque chose de bien. Et ça, ce genre de comportement contribue aussi au manque de respect vis-à-vis de la grande famille du tennis. Voilà. Et Ma langue a fourché, hein. J'ai dit la première lettre de mon joueur, j'aurais pas dû. et tu, Alors, évidemment, ce que je dis ici, là, aujourd'hui, comme je ne coach plus, puisque j'ai annoncé il y a un an que j'arrêtais le coaching, ça pourrait me jouer des tours. Pourquoi? Parce que normalement, je dois aller voir le supervisor et je dois aller lui dire, bon, ben, écoutez, l'adversaire de mon joueur m'a proposé, enfin, m'a dit qu'il ne jouerait pas demain. Bon, je l'ai pas fait parce que il était tard et que, voilà, j'y ai pas cru. J'y ai pas cru de toute façon. Mais c'est oui, une réalité. tu pensais C'est que une c'était du bluff, réalité. quoi. Et ça contribue pas à la bonne image du tennis. Tu, tu sais, j'ai parfois, on se connaît pas depuis très longtemps, mais j'avais assisté à un discours, etc., quand j'étais venu en Belgique et tout, et tu as parfois des gens qui disent, Dan, c'est un fou altruiste. Euh, Ouais, altruiste, j'aime bien. Fou, ils ont probablement raison parce que aujourd'hui, cette fondation, c'est fantastique. C'est un succès dingue. Mais est-ce que, est-ce que les gens qui en profitent le méritent tous? Je ne sais pas. C'est une question. En tout cas, je l'ai fait jusqu'au bout, je le fais encore. Heureusement, aujourd'hui, la fondation est self-supporting parce que j'aurais pas pu continuer par mes moyens propres à financer tout ça. Parce que ça a été un gros financement au départ. Donc, j'ai quand même une famille et donc tout ce que j'ai mis dans la fondation,
bien en déduction de ce qu'ils auront que de ce qu'ils n'auront pas lors de ma mort. Euh, oui, au départ, les journalistes quand j'ai fait la première conférence de presse, m'ont dit Daniel Meyers, naïf ou visionnaire. Bon, ben, aujourd'hui, ils n'ont qu'à en tirer, ils n'ont qu'à en tirer les résultats. Je pense que ça manque en France. Ça manque en France parce que bon, en fait, nous, bien souvent, Xavier fait ce que j'appelle la recherche de joueurs, de voir quelles sont leurs qualités. Et bien souvent, les joueurs qu'on détecte ne sont pas repris par les fédérations. Alors nous, on n'est pas une école, on n'est pas une académie, on travaille avec les académies, puisqu'on fait le tour des académies, on regarde un peu quels sont les potentiels et ben, on les aide lors des différentes semaines d'entraînement. Là, maintenant, au mois d'avril, il y a Sam Smith qui vient pendant une semaine nous apporter un peu de son dehors. On aurait eu Tony Nadal, ça n'aurait pas été mal non plus, mais bon, on peut pas tout avoir. Donc, on essaye vraiment, en bon père de famille, d'essayer de faire tout d'abord des gens bien, éduqués, fair play, ayant une vision sociale des choses intéressantes. Et si un jour on découvre un talent tel que il puisse rivaliser avec les meilleurs du circuit, ben on sera très fiers, très contents, mais c'est pas une finalité pour nous. Contrairement aux écoles de tennis. Alors je vais revenir sur les écoles de tennis. Bon, les académies aujourd'hui, comme je le disais en début d'exposé, bon, ben, c'est normal, une académie, elle est là pour faire de l'argent. Mais si tu regardes les bilans des académies, à part des académies qui sont d'exception, comme celle de Maradouglou, comme les différentes académies qui existent à au niveau international, toutes les autres académies, tu peux regarder les bilans, dès qu'ils touchent à la compétition, ils perdent de l'argent. Pourquoi? Parce que ce qui rapporte dans une école, dans une académie, c'est tout ce qui est stage, c'est tout ce qui est le tennis loisir, c'est tout ce qui est la formation des jeunes, etc. Mais quand tu fais des bénéfices par rapport à cette masse-là, et que tu es obligé d'investir pour avoir des fers de lance dans le cadre du marketing de ton école de tennis, et d'avoir des joueurs internationaux et que tu dois commencer à payer les voyages, les coachs, etc., etc., bien, une grosse partie du bénéfice de ton école de tennis loisir passe dans la compétition. Et donc, je pense que les écoles qui font de la compétition se raréfient. Et je pense en Belgique notamment que la chance qu'ils ont, c'est d'avoir la fondation Open Spirit, quoi, parce que il y a rien d'autre. Mais ce qui est totalement anormal, c'est que c'est une initiative privée qui a dû démarrer ce projet. Normalement, c'est au gouvernement de s'occuper de ça. Et on a de l'aide gouvernementale, mais tellement peu par rapport à nos besoins que ben, voilà, c'est comme toujours, quoi. Il y a un peu une inégalité. Mais nous, on travaille en collaboration avec les fédérations. Mais bon, à un certain moment, c'est difficile lorsqu'on forme des jeunes et qu'après, alors qu'ils n'avaient pas été détectés, ils se retrouvent à la fédération. C'est un peu difficile, pas pour moi, parce que pour moi, on est le tremplin vers les fédérations. Mais pour les gens qui les ont formés, c'est un peu démotivant, quoi. Voilà. C'est sûr. C'est sûr. Et justement, est-ce que tu le disais? Parce que quand même, en Belgique, vous avez eu des sacrées championnes et champions de tennis. Est-ce qu'il y a, il y a une entraide globale ou pas? Comme tu dis, il faut se débrouiller par soi-même? Bon, il faut se débrouiller par soi-même. Justine Hénin, elle gère son école de tennis avec succès ou sans succès, je m'en fous. C'est pas mon problème. Kim Clijsters, ben, elle a arrêté son centre justement pour les raisons que je t'ai données au niveau rentabilité.
Puis alors après, il y a quelques écoles régionales, etc. Mais il n'y a pas vraiment une structure comme en France où chaque région a son centre d'entraînement. Et puis tu dois passer par le centre par le diagnostic. Et puis voilà, on n'a pas les mêmes moyens, donc on n'a pas de grand chelem. C'est sûr. Donc ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Mais bon, ok, on est un peu dans le creux de la vague, mais la France a été longtemps dans le creux de la vague. Et là, ça bouge un peu, quoi. Il y a quelques jeunes qui commencent à bien jouer. Ça se fait pas en un coup de baguette magique, hein. Il faut du temps, il faut de la patience et ça se construit. Voilà. C'est sûr. Et tu le disais un petit peu plus tôt dans l'interview, quand on a été un bon joueur, on n'est pas forcément un bon entraîneur, un bon formateur. Euh, t'as des gars ouais, qui ont été top 10, qui ont fait des super parcours en HM, qui n'ont pas été, ouais, qui ont un peu du mal en coaching. À ton avis, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'il y a, voilà, une vraie science du coaching, de partage, de façon d'amener les choses, de pédagogie. Ouais. Si t'as été un bon joueur de tennis, le premier handicap que tu as, c'est que tu veux essayer que ton joueur joue comme toi. Or, tu as beaucoup de joueurs et beaucoup de jeux qui sont obsolètes aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, comme tu dois taper la balle fort, très fort, euh, et des jeux comme Boudicella, comme Santoro, comme euh, Steve Darcy, les frères Ocus, etc., etc., pour moi, c'est terminé. C'est frapper, 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 la vitesse de balle, le service, grand service. T'as pas un grand service, c'est compliqué. Euh, donc, c'est pas parce que tu as été un bon joueur que tu seras un bon coach. J'ai pas dit qu'un bon joueur ne pouvait pas devenir un grand coach. Mais même si tu es un bon joueur, il faut que tu suives de la formation, notamment par GPTCA, pour il t'explique, etc., etc. Mais je pense que la mission du coach aujourd'hui, comme je l'ai précisé, elle se situe plus vers, vers, vers un père, un protecteur, un gars qui te réconforte, qui soit là au même pendant les moments difficiles et qui a une vue du tennis au niveau stratégique parce que des joueurs comme Nadal, comme Federer, ok, ils peuvent progresser encore en faisant des gammes et en retravaillant, comme au golf, ton swing n'est pas bon parce qu'il y a des jours où il n'est pas bon. Mais ils connaissent tellement bien leur tennis qu'ils n'ont pas besoin d'un coach formateur, tu vois, qui forme. Ouais, On va mettre un coach qui est là, qui a une présence, sur qui le joueur peut compter, etc. C'est très, très important. Maintenant, j'ai pas dit que le coach devait devenir un porteur de valise et donner le biberon à son joueur tous les soirs, hein. C'est pas ça que je dis. Mais, mais pour qu'il y ait une parfaite confiance, une parfaite entente, une par- il faut un bon binôme ou un bon triumvirat, quoi, tu vois. c'est sûr, sinon c'est difficile. Et justement, toi, tu disais c'est important de s'intéresser à plein de choses, de s'ouvrir à. Et toi tu as quand même une vie super riche, tu t'intéresses à l'art, tu fais plein d'activités. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est quand même important, on le dit souvent. Bah, tu vois, même Tony, quand je l'ai interviewé, il me disait que l'importance de. Enfin, lui, il adore par exemple l'histoire, l'importance, encore une fois, voilà, de s'ouvrir à d'autres choses pour s'enrichir au quotidien, quoi. Mais pour jouer au tennis, il faut que tu aies envie d'aller sur le court tous les jours. Et pour avoir envie d'aller sur le court tous les jours, il faut que tu aies d'autres activités et d'autres attirances vers d'autres choses. Il faut pas être monocéphale, il faut pas être monolithique, il faut être cosmopolite, tu vois. Et
Si par exemple, tu as eu une activité intéressante, tu as été visiter un musée ou tu as été voir un bon film la veille, etc., à ce moment-là, tu es content de repartir sur le cours à l'entraînement. Si tu n'as pas cette vie à côté qui te permet un peu de changer tes idées, d'égayer ton jour le jour, ben, si tu commences à 8 heures du matin à jouer au tennis, un type comme Zverev, ses entraînements, il passait 6 heures par jour, physique et tennis, sur le terrain. 6 heures par jour, le temps de manger. Si le soir, tu t'imposes pas de jouer au backgammon ou de regarder un bon film ou d'aller visiter la ville où tu es, par exemple, moi, j'ai été très souvent à Melbourne, j'ai jamais eu le temps de visiter la ville. Pourtant, Melbourne, il y a l'aquarium, il y a les plages, il y a plein de trucs à faire. Pardon. J'ai jamais eu le temps. Mais il faut prendre le temps. Et si j'avais pas été euh, multiculturel, si j'avais pas été cosmopolite, j'aurais jamais eu l'idée de créer la fondation. Parce que si tu n'as pas une ouverture d'esprit vers les autres, vers l'univers, vers les voyages, vers hein, tu n'aurais pas eu dans ton éventail, je n'aurais pas eu dans mon éventail euh, l'idée d'aider les jeunes au travers d'une fondation. Et je crois que ça, c'est très important. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Bon, on s'amuse Et- bien, là, on s'amuse bien. Écoute, merci beaucoup, hein. Franchement, c'est super, hein. Là, je crois que ça doit faire 1h20 qu'on est ensemble, là, ou 1h15, ouais. Ah bah, ça a bien passé, quoi. Bon, j'espère que ça a été intéressant. Je fais le bonjour à tous les passionnés de tennis. Merci Pierre. Et moi, à partir de vendredi, je suis en vacances en Turquie. Ça, OK? c'est pour quelques mois en plus, hein, non? Mais pour quelques mois. Mais bon, j'ai des contacts tennistiques là-bas aussi, hein. OK? Allez, à Écoute, bientôt. félicitations pour tout ce que tu fais, pour ta passion pour le tennis. Tous tes reportages sont intéressants. Et il faudrait qu'il y ait plus de gens comme toi qui pensent à animer le tennis international comme tu le fais. C'est Je te super souhaite une sympa. bonne et Merci. bonjour et au revoir à tous. Salut. Merci, à bientôt. Salut.